Je suis Bruno Clerc, j'exploite un domaine de 24 hectares à Marsanais-la-Côte. Mais si l'exploitation est située à Marsanais, en fait on exploite des vignes sur 8 villages qui sont Marsanais, Gevrey, Moret-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Vaudran-Vanneau, Allos-Corton, Pernan et Savigny. Alors ici, on se trouve sur un climat qui s'appelle les Vaux de Nesle, sur le coteau de Marsanais-la-Côte. On est vraiment à l'extrémité du coteau, dans les possibilités qu'on a de cultiver la vigne, parce que ici, vous êtes sur le banc de roche. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être à peine 15 cm de terre extrêmement pauvre, composée principalement d'argile très léger et de marne. Ici, c'est des sols qui sont très difficiles à travailler et surtout très difficiles d'implanter la vigne. Une fois qu'elle l'est, vous voyez des souches qui se comportent de façon très différente les unes des autres, suivant qu'elles ont trouvé des failles dans la roche ou pas. Dans les années 80, j'ai commencé j'ai abandonné même carrément tout ce qui était fertilisation chimique. Donc j'ai travaillé avec des composts depuis ces années-là. Donc ça c'était une première chose, c'est une première approche. Mon fils qui m'a rejoint il y a déjà 7-8 ans nous a fait passer petit à petit en bio. Je ne revendique pas le label bio. Pour une simple raison, c'est que je pense qu'une année comme 2016 par exemple, j'ai des collègues qui étaient en bio, qui ont été absolument pris par le mildiou. Il y a des produits qui ne sont pas absolument dangereux, je veux dire des produits qui sont utilisés couramment, mais qui sont interdits en biologie et qui étaient absolument nécessaires pour arrêter le massacre de ce mildiou extrêmement présent pour sauver la récolte. Moi, je pense que c'est du bon sens quand même. J'ai beaucoup de chance dans le sens où j'ai une grosse moitié des vignes qui sont très âgées, donc qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans. J'en ai même une à Savigny qui a 110 ans. Au Chambertin-Claude-Bèze, les 2 tiers de la vigne ont été plantés en 1912. Sur Marsanais, dans les Longerois, qui sont plus loin, là on a 3 vignes qui ont été plantées juste après la guerre de 14, enfin au retour de la guerre de 14. Donc ça c'est vraiment évidemment qualitatif. Donc j'hérite d'un parcellaire et j'ai continué, quand je fais des replantations, vraiment qui est qualitatif. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler, sachant que j'ai jamais vu qu'on faisait des grands vins avec des mauvais raisins. Bon, il n'y a pas de secret ni de sorcellerie en vinification, il y a, je pense, beaucoup de bon sens quand même. Donc ce que moi je pense, c'est qu'il faut surtout accompagner le fruit qu'on a. C'est-à-dire que s'il y a des millésimes qui sont différents, si différents les uns des autres, c'est parce que le fruit n'est jamais le même. Donc on ne va pas dire « Ah, je fais comme ça et je ne bouge pas de ça ». Forcément, il y a des grandes lignes, des grands principes desquels on ne va pas s'écarter. Je pense que l'idéal, c'est d'intervenir le moins possible. Suivant les années, justement, on va mettre plus ou moins de grappes entières. Il y en a qui travaillent avec 100% de grappes entières. Moi, je ne suis pas partisan parce que je trouve que la fermentation, cette fois-ci, est trop lente et que ça ne monte pas assez haut en température. Donc, on va mettre de 30 à 50% de grappes entières. En plus, j'ai remarqué que ça faisait des vins légèrement plus fins, moins austères. C'est curieux, on pourrait penser l'inverse, mais c'est une réalité. Alors, on a un petit peu moins de couleur, mais on a, à mon avis, on fixe beaucoup plus de finesse et on fixe aussi des principes aromatiques qui sont intéressants. Et quand la fermentation est bien partie, cette fois-ci, on arrête les remontages et on passe au pigeage seulement. Pour l'élevage, je pense que le fût neuf, c'est vraiment un allié formidable pour l'élevage du vin, à condition de ne pas en abuser. Donc moi, j'ai jamais voulu trop en abuser. Je déteste les vins dans lesquels je perçois le goût de bois. Donc l'idéal, c'est d'utiliser du fût neuf, mais j'adore quand les gens me disent « Est-ce que vous élevez en fût neuf ?» Bon, s'ils me posent la question, c'est qu'ils n'ont rien senti. Donc je suis très content. Alors oui, on en utilise, mais on ne monte jamais au-dessus de 50% ou 60%. Par exemple, cette vigne qui fait des vins extrêmement fins, bon, le sol sur lequel elle est implantée, c'est vraiment presque des terras blancs, tellement ça fait des vins extrêmement fins. Donc là, c'est sûr que je mets quasiment pas de fût neuf sur une cuvée comme celle-là. Alors que les Longerois qui sont là-bas, sur des argiles beaucoup plus conséquents, les vignes qui sont plantées sur des argiles un peu puissants, sur des sols où il y a vraiment de la matière, ils vont avoir tendance à faire des vins très tanniques. Donc un vin très tannique, lui, il peut supporter du fût neuf, alors qu'un vin qui est extrêmement léger, non, parce que le bois va prendre immédiatement le dessus sur le vin. Bon, ça c'est la taille du guyot traditionnel, c'est-à-dire un courson avec 2 bourgeons et une baguette avec 7 bourgeons. Donc l'année suivante, on va reprendre ici sur ces 2 bourgeons,
la taille pour retrouver à nouveau une baguette, ce qu'on appelle une taille, et à nouveau un crochet. Et chaque année, on repart comme ça. Au tertiaire, quand il y a eu la montée de l'arc alpin, il y a une montée de cette colline qui est là, effondrement de la plaine de la Bresse, toute la plaine de la Saône qui est là. Et ensuite, à l'ère glaciaire, vous avez des glaciers qui étaient posés un peu partout, et donc qui, en fondant, en reculant, ont arraché les parties les plus fines, les parties les plus légères, et ont créé ces fameuses combes, qui ensuite ont été alimentées par des rivières. Donc c'est pour ça que systématiquement, tout ce qui est en bas du coteau est du coup très riche, avec tous les éléments qui ont été arrachés. Et par contre, le dessus de coteau, lui, n'a pas bénéficié de ça. Donc on se retrouve sur un sol plus pauvre. Et on ne fait jamais des grands vins sur des terres riches. Voilà pourquoi les appellations, en général, l'idéal, c'est la mi-pente de coteau. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Parce qu'ici, peut-être qu'on est trop pauvre pour faire vraiment des vins grandioses et complexes. Et à l'inverse, en bas, on va faire des vins plutôt un peu plus grossiers, un peu plus vulgaires. Et en mi-pente de coteau, on est exactement là où il faut. Donc vous verrez que tous les grands crus sont en général fixés à mi-pente de coteau. À l'exception des Charlemagne, bien sûr, il y a toujours des exceptions. C'est comme la grammaire, donc il y a toujours la règle et l'exception. On va donc déguster plusieurs vins du domaine. On va commencer par Marsanais et Longeroy. Donc là, il est question de classer Marsanais en premier cru pour une partie de son territoire. Et donc les Longerois seraient sans doute, avec les Clos du Roi, à coup sûr ceux qui seraient admis dans la cour des premiers crus. Alors les Longerois, c'est vraiment exactement la typicité de l'ensemble des climats de Marsanais, qui est toujours très régulier, très homogène. Donc c'est ce qui plaît en général. Mais on ne peut pas dire de lui qu'il ait une spécificité particulière, sinon qu'il est constant, et qu'il a aussi les allures quand même d'un vin qui a une bonne profondeur, une bonne longueur, qui valent bien certains lieux-dits de Gevrey par exemple. C'est un millésime assez classique, ça reste sur le fruit. Moi je suis content de l'évolution des 14. Alors là c'est Vaune-Romanée, les Champs-Perdrix. C'est une appellation au village de Vaune-Romanée. C'est un lieu-dit, c'est ça? Oui. C'est un lieu-dit, il mériterait peut-être d'être premier cru puisqu'il est situé il est au-dessus des Regnault et situé contre les petits monts qui sont en premier cru aussi. Le fait qu'on soit légèrement en hauteur par rapport à nos illustres voisins qui sont voisins du sud, de l'est, qui sont la Romanée-Conti et la Romanée, donc on est juste au-dessus de tout ça. On a un courant d'air froid qui passe là, ce qui fait qu'on doit vendanger plutôt tardivement. La particularité de ce vin, c'est que c'est toujours des mous là où il y a une très très bonne acidité. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci au niveau vinification. On parlait tout à l'heure des problèmes d'acide malique. Là, c'est pas le cas. Même cette année, on a vendangé quand même plus tard que ce qu'on vendangeait sur Chambol ou sur Gevrey. Je trouve qu'il est en avance au niveau évolution, par exemple par rapport au Longeroy. Ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve que sur vos vins, en plus, il y a toujours une petite finale qui est sur le côté, sur la fraîcheur. Vos vins, ils terminent souvent sur cette note fraîche, je trouve, et ce qui les rend très agréables parce qu'on a envie d'en reboire. C'est un peu le but. Là, on va goûter alors Chambertin Claude Bèze, 2013. Donc on a goûté sur fût, là, le 2017. Ça, c'est une cuvée emblématique du domaine. Oui. Sur un grand cru. À mon avis, on est toujours surpris par la finesse de ce vin. Parce qu'on est sur Gevrey, parce que c'est un grand cru, je pense qu'on s'attend à un monument, à un grand athlète. On va trouver ça sur les Chambertin, mais sur le Claude Bèze, qui est donc une partie du Chambertin, donc qui a été classée à part. On est sur des sols peut-être un petit peu plus pauvres, je pense. Et toujours est-il que le résultat, c'est qu'on a toujours plus de finesse et peut-être plus d'élégance. À votre santé. À votre santé, merci. Et merci beaucoup de m'avoir reçu, Monsieur Clair. C'était vraiment un plaisir.